Cette émission est entièrement conçue et réalisée par des membres de la communauté. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à Pour Drummondville, une deuxième saison qui, je l'espère, sera aussi intéressante que notre première parce que pour moi, et j'en suis convaincu pour vous, c'est toujours intéressant de rencontrer des gens qui viennent nous parler des différents projets qui cheminent à Drummondville, de ce qui se passe dans votre hôtel de ville. Alors, bienvenue, soyez là, soyez au rendez-vous. C'est toujours en alternance avec les séances du conseil municipal. D'ailleurs, la semaine dernière, le 8 septembre, nous avons retrouvé nos amis de Télé Cogeco lors de la présentation de la séance. Et cette année, c'est un peu spécial. Si vous avez l'occasion de regarder ça, et j'en suis convaincu, ou si vous avez même l'occasion de venir à nos séances, vous verrez que la mise en place du conseil sans papier évolue rapidement. Alors maintenant, vos élus qui sont là n'ont plus tous les dossiers qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Écoutez, je ne vous cache pas que nous recevions le vendredi après-midi souvent 4, 5, jusqu'à 6 cm d'épais de documents à consulter pendant le week-end. Maintenant, tout est disponible sur une interface informatique. Alors, en termes environnementaux, c'est très, très important. On est très fiers de cette contribution-là. Ça nous rend aussi plus efficaces. Écoutez, à titre d'exemple, si on avait imprimé pour la séance du 8 septembre l'ensemble des documents qui étaient destinés aux élus, ce sont environ 800 pages que nous aurions imprimées une vingtaine de fois. Alors, multiplier ça par l'ensemble des séances, des rencontres pendant l'année, c'est très important comme contribution, mais aussi comme changement au niveau de notre efficacité. D'ailleurs, on va parler aujourd'hui avec nos différents invités de différentes décisions ou différentes orientations qui ont été prises par le Conseil. Nous recevons d'ailleurs aujourd'hui Daryl Barnabeau, directeur général du regroupement interculturel Drummond, qui est aussi directeur général de la coopérative Goût du Monde. Jean Husk, conseiller municipal du district numéro 5, qui viendra nous parler du débranchement des gouttières. Et dans quelques instants, Isabelle Marquis, conseillère, elle, du district numéro 4, mais surtout présidente du comité Circulation, Transport en commun, Transport actif. Elle est conseillère municipale du district numéro 4, mais aujourd'hui, nous l'accueillons surtout à titre de présidente du comité Circulation, Transport en commun, Transport actif, Mme Isabelle Marquis. Madame Marquis, bonjour. Bonjour. Écoutez, vous êtes notre première invitée cette saison, donc je vous pose la question, quelle sorte d'été vous avez passé? Qui, à Drummondville, n'a pas passé un bel été? Il me semble, avec toutes les activités qu'on avait dans le cadre du 200e, la ville était animée. J'ai passé un très bel été. On a vu beaucoup de gens à Drummondville, effectivement, cet été, entre autres, avec la fête de la musique, la fête de la commémoration. Plus de 100 000 personnes à Passion Avion la semaine dernière. Oui. Alors ça, il y a eu des incidences en circulation. Vous qui êtes présidente du comité de circulation... Si on avait Passion Avion toutes les années, il faudrait qu'on revise la façon d'amener les gens au site. Ça a été tout un succès. D'ailleurs, on remercie les gens de s'y être présentés, les gens de la Société de développement économique, comme les gens de la Corporation du 200e, là, qui nous ont fait passer un été extraordinaire. Oui. Et là, c'est la rentrée pour beaucoup de gens. L'école recommence et tout ça. Et le comité que vous présidez a fait une recommandation qui a été acceptée par le conseil municipal, c'est-à-dire d'implanter une nouvelle forme de signalisation au niveau de la circulation dans le quartier du Vigneron. D'abord, pour ceux qui se demanderaient où est-ce que c'est le Vigneron, vous pouvez nous le situer? Oui, c'est le quartier qui est en pleine construction dans le secteur de M. John Husk et c'est au bout de la 123e avenue. Donc, dans le secteur sud, et ça se rend là jusqu'à l'autoroute 55. C'est vraiment un grand secteur. Hein? On parle de plus de 1000 portes lorsque ce secteur-là sera en maturité. Donc, c'est beaucoup de gens. Alors là, on parle donc d'implanter des cédés-le-passage. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il en retourne, où on va retrouver ça dans un premier temps? D'abord, comme vous l'avez dit, c'est un projet pilote et le quartier, on trouvait qu'il s'y prêtait bien parce que les gens ne sont pas tout installés encore, c'est en construction. Et la signalisation, on l'installe au fur et à mesure que ça se construit. Donc, un cédé-le-passage, où on va les installer, c'est dans les intersections en T. Donc, à 3 faces. À 3 faces. Plutôt que d'avoir des arrêts de toute direction, il y a une direction qui va continuer
de pouvoir circuler. Et l'autre direction, celle qui arrive au bout du T, elle a un CD, donc le conducteur doit s'assurer qu'il n'y a personne en vue là, dans un sens comme dans l'autre. Et donc, ça, c'est bien clair, là, on ne le retrouvera pas dans des intersections où on a 4 faces. Non, non, c'est vraiment là où on sait qu'il y a un débit plus grand dans un sens que dans l'autre. Puis je pense que c'est une façon nouvelle, mais vous qui connaissez bien l'Europe, vous savez que dans tous ces pays-là, c'est une habitude que de donner la priorité plutôt que de mettre des arrêts à toutes les directions. Il y a des très grandes villes où il n'y a aucun arrêt de toute façon et les gens finissent par s'habituer à tout ça. Oui. Et là, on n'est pas les premiers quand même. On parle d'ailleurs en Europe, mais au Québec, il y a aussi des municipalités qu'on a contactées, où on est allé chercher de l'expertise, comme Beaconsfield et Granby, je crois. Tout à fait. En fait, le conseiller qui m'a précédé à la présidence du comité de circulation, M. Alain Martel, avait déjà lancé l'idée qui a fait son chemin. On est allé prendre davantage de renseignements dans les villes de Granby et de Beaconsfield, où c'est implanté pour je pense, depuis plus de 10 ans. Donc, ils ont eu l'occasion, et toujours dans des nouveaux quartiers, de tester le modèle, que les citoyens prennent le temps de se l'approprier et puis ils en sont très satisfaits. Ils nous le recommandent sans hésitation. Et quels sont les avantages qu'on peut tirer de ce projet-là? Et on s'attend à quoi, finalement? Bien, en fait, vous savez, un des problèmes avec les arrêts toute direction, c'est l'insatisfaction chez les citoyens qui observent qu'ils ne sont pas respectés, ces arrêts-là, parce que dans une direction, il y a une circulation beaucoup plus grande que dans l'autre, ce qui fait que les gens qui arrivent sont toujours persuadés qu'il y a presque personne qui arrive de l'autre direction et ils glissent leur arrêt. Donc ça augmente le sentiment d'insécurité et d'insatisfaction des citoyens qui viennent se plaindre ensuite que les gens ne respectent pas leurs arrêts. Mais ces arrêts-là, et c'est ce que la SQ nous répète, ne sont pas toujours justifiés parce que le débit dans une direction est beaucoup plus fort que dans l'autre. Et est-ce que les gens, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être s'inquiéter, est-ce qu'on ne va pas rouler plus vite parce qu'on n'est plus obligé d'arrêter? Je ne croirais pas. En fait, ce qui est observé généralement, c'est qu'entre 2 arrêts, les gens ont tendance à faire une forte accélération. Voilà. Et tandis que si il n'y a pas d'arrêt, ils vont probablement, mais qui savent qu'il y a quand même des rues transversales, ils devraient avoir une vitesse plus constante et on espère respecter la vitesse. Mais il faut dire que le quartier où on implante ça, le Vigneron, c'est un quartier purement résidentiel, avec une trame de rue qui incite quand même déjà à la prudence. C'est pas des voies de transit. Non, parce qu'on va dans le Vigneron si on y habite ou si on veut rencontrer quelqu'un ou si on va aller voir les maisons, les belles maisons qui s'y construisent. Ça. Puis vous comprenez aussi que c'est justement parce que dans un quartier purement résidentiel comme ça, il y a des heures de pointe où là, les gens vont être plus prudents. Mais si vous vous rendez à 10h30 le matin dans le Vigneron, il n'y aura pas des tonnes de circulation. Donc, faire tous des arrêts qui se suivent un derrière l'autre et sentir que c'est inutile, les citoyens, là, le conducteur finit par ne plus les faire correctement. On a tous en tête des arrêts chez nous à Drummondville ou ailleurs. Là. Oui. On connaît plus, évidemment, notre ville, qu'à peu près plus personne ne fait et tout ça. Donc, c'est un peu en lien avec tout ça, se donner une signalisation qui est adaptée et qui augmente toute la question de la sécurité. D'ailleurs, et c'est un des éléments que le Conseil a considéré dans ses échanges, la sécurité des piétons et également des gens qui se promènent en vélo. Comment, eux, se comportent dans tout ça? Bien, en fait, c'est que les voitures qui ont un cédé à faire doivent céder également aux vélos et aux piétons. Donc, c'est ainsi, là, il y a vraiment une voie qui est prioritaire sur l'autre. Donc, tous ceux qui arrivent face à un cédé doivent vraiment regarder de part et d'autre s'il y a des gens qui circulent. On a fait au service des communications un beau petit vidéo là, que les gens peuvent voir sur Internet, là, où c'est bien expliqué avec une démonstration là, de comment procéder. C'est important de le faire. Et on se donne quoi comme temps d'observation dans ce projet pilote-là? Est-ce qu'on s'est donné un échéancier pour revenir et comment on va colliger l'information? Tout à fait. En fait, c'est un projet pilote d'une année qui débute aujourd'hui et qui va se terminer. Bien, aujourd'hui, on met l'indication. Là, officiellement, c'est en octobre que ça va être en place. Et en octobre de l'année prochaine, on va faire un bilan. On fait un comptage. On observe, là, il va y avoir des observations terrain de ce qui se passe pour être en mesure de dire oui, c'est une bonne idée. Et il ne faut pas penser que ça sera implanté ensuite dans la ville à toutes les intersections en T qui ne s'y prêtent pas forcément, là. C'est une façon nouvelle. Je pense que c'est une façon innovatrice aussi d'amener la chose. Et ce qui peut être rassurant pour nos citoyens qui se diraient est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée, c'est qu'on se donne vraiment le temps d'observer avant de dire on va aller de l'avant, c'est officiel. Et ça, je pense que c'est important. C'est aussi
il y a beaucoup de préoccupations au niveau de la circulation dans votre comité, vous le vivez. On voudrait, tout le monde voudrait avoir probablement 2 ou 3 dos d'âne dans sa rue, idéalement pas devant chez nous, etc. Il y a toutes sortes de façons de gérer la circulation, mais il faut aussi écouter des professionnels, voir ce que les autres municipalités ont réussi à cet égard-là et tenter évidemment toujours de faire mieux, mais il y a de l'expertise là-dessus. Oui, tout à fait. On est conscient là, des problèmes qu'il y a, des désirs des citoyens, des impératifs de la SQ aussi, qui ne peut pas être à patrouille dans tous les quartiers résidentiels à la satisfaction là, de tous. Donc, on essaie d'améliorer notre réseau, d'amener des aménagements qui vont réduire la vitesse, tout en gardant des voies importantes, fluides, pour les déplacements là, entre les quartiers. Bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. On sait ce que ça représente comme travail, la circulation. C'est souvent un endroit qui préoccupe nos citoyens. Ils ont des idées, leurs idées, c'est très sensible. C'est sensible autour de la table du conseil. Oui. Je pense que c'est représentatif de ce qui se passe dans les foyers. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite évidemment une très belle rentrée. Merci à vous aussi. Du 7 octobre 2015 au 5 octobre 2016, la Ville de Drummondville tiendra un projet pilote dans le domaine Le Vigneron. Les utilisateurs du réseau routier qui y circulent remarqueront des panneaux « Céder le passage » à 8 carrefours à 3 branches ou communément appelés « intersections en T ». Ce projet pilote vise essentiellement à évaluer 4 objectifs. Améliorer la sécurité de tous les usagers de la route dans le secteur résidentiel, réduire la vitesse des véhicules dans les rues du secteur, minimiser les risques d'accidents en diminuant les conflits potentiels entre les divers usagers de la route et rendre le quartier plus convivial, moins bruyant, moins pollué, donc plus agréable. Lorsque vous faites face à un panneau « Céder le passage », vous êtes dans l'obligation de céder le passage aux véhicules et aux vélos qui circulent sur la route prioritaire qui se trouve devant vous. Dans le cas d'un piéton, si ce dernier a amorcé sa traversée de l'intersection, il est normal de lui céder le passage. Ces panneaux sont situés aux intersections suivantes. Pinot et Toqué, Resling et Toqué, Pinot et Resling, Pinot et Sylvaner, Marsanne et Grenache, Sémillon et Chenin, Courcelles et Jean Talon et Marquette. Les villes de Beaconsfield et de Granby ont adopté cette mesure il y a déjà quelques années. Ils ont constaté plusieurs avantages à ce type de signalisation dans les secteurs résidentiels. Conscientiser les automobilistes à leur environnement routier immédiat, éliminer le faux sentiment de sécurité, éviter l'effet pervers de l'augmentation de la vitesse de circulation entre 2 arrêts. Ce projet pilote est une initiative du Comité Circulation, Transport actif et Transport en commun. À Drummondville, la sécurité s'inscrit en capitale. Il est conseiller municipal du district numéro 5. Il viendra nous parler aujourd'hui d'un nouveau règlement sur le débranchement des gouttières, mais d'un règlement beaucoup plus large sur la gestion des eaux usées. M. John Husk. M. Husk, bonjour. Monsieur le maire. À votre tour de nous dire si vous avez passé un bel été. Vous avez sûrement profité des activités à Drummondville cet été, des projets en famille. Tout à fait, des projets en famille, des activités du 200e, un peu de camping ici et là. Fait que ça a très bien été. Bon, bien, tant mieux. Donc, vous êtes d'attaque pour reprendre le travail et les projets que vous aviez laissés un peu en plan pendant la période estivale. Tout à fait, toujours prêt. Excellent. Alors, il y a une nouvelle réglementation qui est en préparation, qui sera appliquée à Drummondville bientôt. Ça concerne la gestion des eaux usées de façon très large et plus particulièrement pour le citoyen, ça touche la question des gouttières. Pouvez-vous nous dire un petit peu d'abord quels sont les objectifs que la Ville se donne avec cette réglementation-là? Parce que c'est certainement pas dans le but d'embêter les gens. Non, surtout pas. D'ailleurs, c'est pas une première qu'on fait à Drummondville. C'est des choses qui ont été faites ailleurs au Québec. Le but de ça, c'est une meilleure protection de l'environnement, de nos cours d'eau, une réduction des coûts pour les coûts publics de la gestion de l'eau pluviale. Et dans le cas des débranchements de gouttières, c'est protéger les maisons privées, aider à protéger contre les refoulements d'égouts. Et ça a des conséquences importantes là, pour nos citoyens. Quand il y a des refoulements d'égouts et tout ça, là, les gens, on veut les protéger aussi. Bien, c'est ça. Dans le fond, c'est que le drain de fondation d'une maison, ou drain français, comme on pourrait dire, dans les anciens quartiers, les anciennes maisons, souvent, c'est branché directement au réseau d'égouts pluvial sous la rue, où les gens peuvent aussi faire circuler leur gouttière, faire cheminer leur gouttière directement vers la rue. Donc, l'eau qui tombe sur leur toit,
se déversent dans le réseau de la rue. Quand il y a des forts orages, des fortes averses, comme on en connaît de plus en plus avec les changements climatiques, d'ailleurs, c'est une des conséquences dans le sud du Québec des changements climatiques, mais ça fait que le réseau vient saturer d'eau. Et là, l'eau recule, si on veut, dans les tuyaux jusqu'aux maisons. Et pour prévenir ça, ce qu'on souhaite, c'est que les gens débranchent leur gouttière pour que l'eau s'écoule sur leur terrain, s'infiltre dans le sol, dans la nappe phréatique, au lieu d'aller surcharger le réseau. Et ça veut dire quoi, là? Moi, supposons que je suis chez moi. Je me demande si ça me touche. Ouais. Comment je vérifie pour savoir si chez moi, je dois faire quelque chose? Oui, on va avoir des équipes de la Ville qui vont accompagner les gens. On ne laissera pas les gens faire ça seuls, sans accompagnement. La Ville va être là pour épauler les gens, va donner assistance, donner l'information à ce sujet-là pour les aider à faire ça. Et les gens peuvent vérifier si leur drain de fondation descend à la maison et va sous terre. C'est un indicateur qui va soit à leur drain de fondation ou vers la rue directement, ou peut-être juste s'écouler sous terre. Donc, il faut vérifier où est-ce que nos gouttières tombent. Et sinon, si on se rend compte que ça va à la drain de fondation ou à la rue, on débranche simplement en mettant soit un déflecteur qu'on appelle pour diriger l'eau à au moins 1,5 mètre de la maison ou mettre un baril d'eau de pluie pour mieux contrôler l'eau pluviale. Donc, ce sont les mesures qu'on peut prendre. On va informer les gens, on va leur envoyer, je pense, la documentation là-dessus pour leur permettre là, de voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Oui, on va avoir, comme je dis, des équipes qui vont être disponibles. Les gens, un numéro de téléphone pour appeler, il y a besoin d'informations sur le site Internet, sur les médias sociaux de la Ville. Documentation va être disponible. Comme je disais, il y a plusieurs municipalités au Québec, Sherbrooke, Thetford Mines, Saint-Hyacinthe. Il y en a beaucoup qui ont fait cette démarche-là. Des villes que moi, j'appelle nos banlieues, finalement. Oui, effectivement. Mais ça pour dire que c'est pas rien de nouveau. On est rendu à Drummondville de faire ça. Il faut faire ça pour se protéger, donner une marge de manœuvre, protéger nos infrastructures, protéger les maisons privées, aider à prévenir le refoulement et protéger nos cours d'eau pour éviter qu'il y ait des débordements d'eau usée dans les cours. D'ailleurs, j'allais vous poser la question. L'année dernière, il y a eu un rapport où on disait qu'il y avait un certain nombre de débordements qui était souhaitable que Drummondville réussisse à enrayer. Est-ce qu'une mesure comme celle-là va permettre à Drummondville d'améliorer sa performance? Oui, c'est d'ailleurs une mesure centrale dans ce type pour cet enjeu-là, parce que le gouvernement du Québec aussi suit la situation partout au Québec, dont Drummondville, pour la qualité des eaux. Et donc, oui, c'est une mesure centrale, pièce maîtresse, comme on pourrait dire, pour s'occuper de cet enjeu-là. Et on le disait, ça, c'est un morceau. C'est une partie de la réglementation qui concerne la gestion des eaux usées. On a abordé aussi au printemps toute la question des amendes qui sont exigées des entreprises qui feraient des versements qui ne sont pas acceptables. On va être beaucoup plus sévère là-dessus. Quelles sont les autres mesures qu'on pourrait attendre ou quels sont les autres moyens qu'on peut mettre de l'avant pour mieux gérer nos eaux usées? Les eaux usées, dans le fond, si on parle au niveau institutionnel, commercial ou industriel, là, c'est vraiment les gens doivent équiper leurs infrastructures de bassins de rétention ou de fils pour contenir les graisses ou des choses comme ça, parce que ça, sinon, c'est des produits qui vont dans nos réseaux et ça vise à protéger les infrastructures publiques. Mais les gens, de façon générale, c'est vraiment tenter le mieux possible de réduire sa consommation d'eau et, en fin du compte, c'est vraiment ça fait tour de la question. Donc, si on veut, ce qu'on souhaite que nos citoyens, nos citoyennes retiennent, c'est qu'on le fait d'abord pour mieux gérer nos eaux usées, pour nous assurer que notre réseau demeure un bon réseau, qu'on évite les déversements, qu'on évite des problématiques, les refoulements des coûts pour les citoyens eux-mêmes. Et tout ça va être fait vraiment dans un esprit de collaboration. Il n'est pas question de dire demain matin, le nouveau règlement s'applique et là, il y a quelqu'un qui s'en va avec son livre et qui donne des contraventions. Non, c'est pas ça du tout qui est visé. C'est vraiment d'accompagner les gens, de leur donner des moyens, de leur suggérer des moyens. Évidemment, avec la préoccupation qu'on ne souhaite pas que ça coûte une fortune aux gens pour se conformer à la réglementation. C'est vraiment, et ça, je pense que c'est important que les gens le comprennent bien à la maison. Il y a une volonté de la Ville de faire mieux là-dessus et c'est bon pour tout le monde, tout en s'assurant que pour ceux qui sont concernés, ça ne devienne pas vraiment là, quelque chose de grave, un fardeau à porter au nom de tout le monde. Et voilà. Et d'ailleurs, je dirais qu'on calcule qu'il y a déjà un grand pourcentage de résidents sur le territoire qui sont déjà conformes. Donc, ça ne touchera pas nécessairement tout le monde. Donc, beaucoup de gens, c'est déjà quelque chose qui est commun de ne pas justement raccorder des gouttières. Donc, voilà.
Bien, écoutez, puis c'est important, on s'est assuré, entre autres, que les contracteurs qui arrivent avec de nouvelles maisons respectent au départ la nouvelle réglementation. Et ça, on va être plus sévère là-dessus. On va avoir vraiment quelqu'un là, qui, une fois que la réglementation est sortie, viendrait la contourner. Bien évidemment, là, il y aurait peut-être un peu plus de mauvaise volonté. Et c'est différent de ceux qui c'est comme ça depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bien, écoutez, M. Husk, merci beaucoup. Merci. Et continuez évidemment votre excellent travail, un peu comme à votre prédécesseur qui était là tout à l'heure, Mme Marquis. Je vous souhaite une très belle rentrée. Et je suis convaincu qu'il y aura des beaux projets pour les Drummondvillois. Merci beaucoup. Merci. Saviez-vous que plusieurs services municipaux sont accessibles sur l'heure du midi à l'Hôtel de Ville? L'accueil, la perception, la division des permis du service de l'urbanisme et la cour municipale sont ouverts de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. La bibliothèque a aussi révisé son horaire. Les gens peuvent fréquenter le lieu dès 9h le week-end et dès 9h30 du mardi au vendredi. C'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui le directeur général du regroupement interculturel Drummond, qui est aussi le directeur de la coopérative Goût du Monde. C'est avec grand plaisir que j'accueille Daryl Barnabo. Bonjour. Monsieur le maire. Écoutez, j'ai demandé aux gens qui étaient avant vous s'ils ont passé un bel été, mais à voir les projets que vous mettez en place, j'ose pas vous le demander parce que d'après moi, les vacances ont été courtes. On a vécu dans les derniers jours une magnifique inauguration, celle de la coopérative alimentaire Goût du Monde, qui se situe à 2 pas de l'Hôtel de Ville, sur la rue Lindsay. Je pense que ça va être vraiment un sujet intéressant. Mais avant d'arriver à ce sujet principal, j'aimerais ça qu'en quelques instants, vous nous disiez qu'est-ce que c'est le regroupement interculturel Drummond, le RID, comme on l'appelle, entre initiés, je dirais. Tout à fait. Alors, le RID, rapidement, c'est un organisme mandaté par le ministère de l'Immigration et soutenu d'ailleurs par la Ville, partenaire de la Ville, pour accueillir les nouveaux immigrants à Drummondville, donc qui s'installent. Donc, notre rôle est de nous assurer de A à Z, de l'installation, l'adaptation de ces personnes-là dans un nouvel environnement et de nous organiser pour qu'il y ait un rapprochement interculturel avec les nouveaux citoyens. Et je pense que Drummondville est quand même vu comme un milieu d'accueil très favorable, très positif au Québec. Tout à fait, tout à fait. Et on parle de 57 pays actuellement représentés à Drummondville, et peut-être un peu plus parce que ça en arrive régulièrement. C'est ce qui fait la surprise quand on parle de 57 pays, parce qu'effectivement, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, qui s'installent ici, qui fondent des familles, qui s'achètent une maison, donc qui s'installent, qui deviennent des citoyens finalement. Très intéressant. Mais là, ces gens-là, maintenant, comme tous les Drummondvillois, toutes les Drummondvilloises peuvent profiter d'un commerce, d'une coopérative où ils peuvent aller acheter des produits de partout dans le monde, finalement. Parlez-nous de Goût du Monde. Qu'est-ce que c'est le projet? Et ensuite, on parlera peut-être de tout ce qui a entouré ça, parce que ça a été beaucoup de travail, particulièrement pour vous. Alors, Goût du Monde, si je prends ma voiture, je me rends coin Lindsay-Saint-Jean, dans l'ancien centre de service Sainte-Thérèse de Caisse-des-Jardins, j'ouvre la porte. Qu'est-ce que je trouve? Alors, Goût du Monde, c'est un univers. C'est un monde, je vous dirais, de découvertes. Autant des personnes dont on parlait qui arrivent là, qui vont faire découvrir leur passion culinaire, tout en apprenant nos us et coutumes à nous, surtout les normes du travail, dans un milieu de travail réel qui doit générer un profit. Et c'est une découverte aussi pour le Québécois, pour même ces immigrants-là, de tous les produits qui viennent du monde. On y découvre des produits. Je viens d'ailleurs, j'ai moi-même eu à découvrir des produits que je ne connaissais pas. Et alors, nous avons mis en place justement des formules de dégustation, des découvertes, pour que les gens ne se sentent pas perdus dans cet univers-là. Donc, autant les couleurs, les saveurs, dès qu'on y rentre. Donc, voilà ce qu'on y découvre quand on va à Goût du Monde. Donc, il y a quelque chose d'international. Il y a aussi beaucoup d'entrepreneuriat, d'entrepreneurship qui est lié à ce projet-là. Définitivement, parce qu'on n'est pas dans une entreprise école communément comme on l'appelle. C'est une entreprise qui doit aussi générer de la richesse. Et je m'emploie à dire que ce projet-là, nous voulions ramener l'immigration au développement économique de notre région. Et ça, c'est le sujet d'actualité. Et que les immigrants puissent apporter leur savoir-faire à ce développement économique était très important dans la mise en place de ce projet. Et je vous dirais que comme maire de Drummondville, on parle partout où on va, on reconnaît la vigueur du développement économique de notre ville. On reconnaît aussi notre capacité d'accueil de gens qui viennent de partout dans le monde. Et là, de voir ces deux visions, ces deux valeurs importantes, ces deux caractéristiques
de chez nous joindre pour un projet comme celui-là. C'est drôlement intéressant. Et d'ailleurs, la ministre qui était sur place au moment de l'inauguration, Mme Catherine Veil, a été impressionnée aussi parce qu'elle a vu, parce que ça n'existe pas ailleurs. Non, c'est une première au Québec. C'est une première parce qu'il y a 13 organismes, 13 villes d'accueil comme nous au Québec qui n'ont pas cette ampleur-là, qui n'ont pas tous ces projets-là, qui n'ont pas la synergie que nous avons créée avec ce projet-là. Alors, oui, de voir toute une bâtisse avec autant des appartements, nos locaux du RID, Goût du monde ensemble, des salles de formation. Donc, toute cette synergie-là alentour et de permettre justement à nos différents partenaires, l'éducation, la santé, bref, tous, d'avoir la même synergie avec nous, c'est ça qui est intéressant. Vous parlez du partenariat avec l'éducation. La Commission scolaire des Chênes est un partenaire important. Et souvent, on dit, l'éducation, c'est déconnecté, c'est pas dans la réalité, c'est pas, ça s'associe pas nécessairement aux besoins du milieu. Là, c'est pas du tout ce qui se passe chez vous, bien au contraire. C'est un magnifique partenariat. Expliquez à nos gens, là, qu'est-ce que vous faites avec la Commission scolaire? Alors, avec la Commission scolaire, ce sont des cohortes donc, de 15 à 20, donc par session, qui s'inscrivent. Et encore là, on parle toujours d'un maillage et des immigrants de souche, et des Québécois de souche, pardon, et des immigrants ensemble qui sont amenés à travailler ensemble. Alors, je dis souvent, ils viennent comme mes 5 doigts de la main et après, ils sont comme unis par la suite. Alors, ils apprennent dans ce milieu-là, avec l'aide de la Commission scolaire, toutes les normes du travail, le MAPAC, le service à la clientèle, donc tout un tas d'acquis qui leur permettent finalement de combler les besoins de nos entreprises ici, en région. Donc, l'objectif en bout de ligne, oui, c'est de générer de la richesse, mais c'est de, comment dirais-je, pouvoir aussi avoir un besoin de main-d'œuvre. Donc, ces personnes-là sortent de nous. Donc, on parle d'une 50aine de personnes par année qui sortiront de Goût du monde pour joindre les rangs des entreprises ici, tant comme journaliers, en alimentation, dans tous les secteurs donc, de la ville. C'est drôlement intéressant. Écoutez, je suis certain qu'on aura l'occasion, on amorce notre saison aujourd'hui, on aura certainement l'occasion au cours de l'année de vous revoir, d'entendre parler de ce qui se fait chez nous au niveau de l'immigration. C'est très important. Votre organisme joue un rôle crucial et on l'apprécie beaucoup. Mais pour nous, oui, il y a des Drummondvillois de souche, comme on les appelle. Il y a des gens qui arrivent de partout. Mais en bout de ligne, pour nous, ce sont tous des Drummondvilloises, des Drummondvillois. Et je pense que la population agit comme telle à Drummondville aussi. On ne fait pas de différence et c'est très important pour le mieux vivre ensemble. Alors, merci beaucoup, M. Barnabo, et surtout, bon succès à Goût du monde. On s'y retrouvera certainement. Merci à vous. Good morning, Goût du monde! Good morning! J'espère que vous avez apprécié ces entrevues avec nos premiers invités de notre deuxième saison. Je vais terminer aujourd'hui en vous invitant d'une façon toute spéciale à une activité que nous voulons vous proposer dans le cadre des fêtes du 200e de Drummondville. Une autre, encore, c'est intéressant. Nous vous invitons à visiter vos installations municipales. Ça se passe dimanche 20 septembre prochain. Journée porte ouverte aux ateliers municipaux au 1005 de la rue Saint-Thomas. C'est dans le secteur sud. Il faut savoir donc que là se trouvent les gens qui travaillent au niveau des travaux publics, de l'ingénierie, de l'environnement. Il y a des gens qui travaillent très fort là pour maintenir et développer vos infrastructures, vos rues et tout ça. Il y a là de la machinerie. Ce sera très intéressant. C'est de 11h à 16h. Si vous vous présentez aux ateliers municipaux, les 600 premières personnes recevront un sac de compost. Et le deuxième volet, le premier, c'est vous qui décidez dans l'ordre où vous voulez le faire, se passe ici même à l'Hôtel de Ville, donc sur la rue Lindsay. Vous pourrez voir un petit peu les différents services qui s'y retrouvent, dont l'urbanisme, les ressources humaines, la mairie, évidemment, la direction générale, le service des communications, les services à la population, les services juridiques. Alors, tous ces services-là, les gens seront là pour vous accueillir, vous faire découvrir votre hôtel de ville. Évidemment, il y aura des surprises et je pense que vous allez apprécier ça. Vos élus seront là, sur place, pour vous accueillir avec plein de membres de leur équipe. Alors, merci de venir nous rencontrer. C'est le dimanche 20 septembre prochain, entre 11h et 16h. Et dès le lendemain, ce sera la prochaine séance de notre conseil municipal et on se retrouve dans la semaine du 28 septembre pour Drummondville. Merci. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Le dimanche 20 septembre, on vous ouvre les portes de l'Hôtel de Ville et des ateliers municipaux. Accès VIP aux coulisses. On vous attend entre 11h et 16h avec votre famille ou vos amis.
Plusieurs surprises sur place. Sac de compost gratuit aux 600 premières personnes qui se présenteront aux ateliers municipaux situés au 1005 rue Saint-Thomas. Une belle occasion d'en connaître davantage sur le travail de nos équipes. Accès gratuit pour tous. Le dimanche 20 septembre, on se voit sur place. 200 ans, ça se fait.